L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Condé, c'est le tout dernier ouvrage de Pierre Polacci qu'on a le plaisir d'accueillir dans le cadre de ce festival littéraire de Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Pierre. Bonjour. Condé, alors, c'est votre vie dans la police. Qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré dans la police ? Alors, il n'y a pas de flics dans ma famille, et il n'y en aura pas après, je pense. Il n'y en a pas eu avant, et il n'y en aura pas après. En fait, j'ai été père de famille très jeune, j'avais 17 ans et demi, avec un petit garçon, donc je me suis marié. À cet âge-là, j'ai eu une dispense à l'époque puisque je n'étais pas majeur. Et j'ai raté le bac cette année-là. On ne peut pas tout faire, hein. Pas tout réussir. Non. J'avais réussi en enfance, ce qui n'est pas très compliqué. Et donc, j'ai raté le bac. Je suis parti travailler. J'ai fait des petits boulots. Mes parents, qui avaient les moyens de le faire, nous ont installés, ma femme, le bébé et moi, dans un appartement à Marseille. Donc. Et puis moi, je suis allé faire des petits boulots à droite à gauche pendant quelques mois. Et puis, c'était un peu dur, quoi. Donc je me suis dit, il me faut ce bac, quoi, parce qu'à l'époque c'était un sésame pour faire un tas de choses. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire d'ailleurs. Donc je suis allé voir une amie de la famille, parce que je suis d'une famille corse, de père et de mère corse. Et cette dame, qui était une Corse aussi, du même village que ma maman, était prof de maths et elle donnait des cours à son domicile. Donc je suis allé la voir, j'ai dit, Madame Francky, il faut que vous me sauviez la vie. J'ai besoin d'une bonne note en maths, parce que je m'étais fait tanker au bac à cause des maths. Elle m'a dit, mais je vais te faire aimer les maths. Donc elle m'a pris, elle m'a fait aimer les maths, ce qui m'a permis d'avoir une très bonne note au bac et d'être reçu. Et son mari était inspecteur de police. Et moi, la police, j'étais pas plus attiré par ça que par autre chose. J'étais attiré par rien d'ailleurs, parce que j'étais plutôt dissipé à l'école à l'époque. Et donc il me parlait de son métier, il me racontait ses histoires de flic. Ça m'a intéressé, puis il m'a dit, je te vois bien dans ce métier. Il me dit, tu as ce côté curieux, etc. Donc il m'a dit ce qu'il fallait potasser. Il m'a inscrit au concours et j'ai réussi au concours. J'ai réussi le bac aussi, donc puisqu'il fallait le bac pour ça. Et j'ai eu la chance d'être. Donc je suis parti un peu à l'aventure parce que j'ai eu la chance d'être affecté à Paris, mais surtout au Quai des Orfèvres. Voilà. À la police judiciaire de Paris. Mais c'est pas n'importe qui a, comme première affectation, obtient le Quai des Orfèvres. Eh bien, en fait, j'étais affecté à la préfecture de police, à l'époque, c'était préfecture de police, dont le Quai des Orfèvres dépendait, de la préfecture de police de Paris, et arrivé à la PP, donc, en 1973, c'était en octobre, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voudrais comme poste, actif, sédentaire ou très actif. J'ai demandé très actif, et on m'a envoyé l'après-midi au Quai des Orfèvres, donc voilà. Et alors, l'arrivée Quai des Orfèvres, comment ça se passe ? Alors, l'arrivée, c'était, j'étais un peu nourri de certains polars à l'époque quand j'étais ado, des Simenon, des Frédéric Dard, et puis j'étais aussi nourri par les 5 dernières minutes avec à l'époque Raymond Souplex qui était le fameux commissaire. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr, mais là voilà la solution. Et donc quand je suis rentré, j'ai gravi l'escalier du 36, qui est un escalier mythique, pour arriver au bureau administratif de la PJ qui était au premier étage ou peut-être au deuxième étage. Je suis rentré dans ce bureau, mais c'était le bureau de Souplex, quoi, le bureau administratif de la PJ, là où on s'enregistrait, c'était les bureaux en bois, les vieux bureaux en bois, l'odeur de la pipe dans le bureau et les pulls tricotés accrochés au porte-manteau, quoi. Je me suis vu tout de suite dans les 5 dernières minutes. J'ai dit c'est incroyable. Alors là j'ai reçu une carte de police, enfin la carte je l'ai eue plus tard, on m'a pris une photo. J'ai eu une plaque de police, un calibre et des menottes parce qu'à l'époque la scolarité se faisait après. Et oui, on apprend sur le tas. J'ai appris sur le tas. Ça se fait pas comme ça aujourd'hui, c'est peut-être plus heureux d'ailleurs, mais du jour au lendemain, j'ai eu un calibre, une paire de menottes, une plaque de police, et le lendemain, on m'a dit, il faut te présenter à tel service, donc de police judiciaire à Paris. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, vous allez monter doucement mais sûrement tous les échelons pour arriver commandant. Voilà, j'ai fini commandant fonctionnel, c'est-à-dire commandant chef de service, responsable de service, où j'étais responsable de la brigade de répression du banditisme de la PJ de Marseille. J'ai fait 7 ans à Paris, 3 ans à Lyon, toujours en PJ, et 25 ans, les 25 dernières années à Marseille, à la PJ. Voilà. Selon votre demande pour aller à Marseille, ou on vous a muté là-bas ? Non, en fait, moi, je serais bien resté très volontiers à Paris, parce que je m'y suis vraiment réalisé. J'ai tout appris là-bas, avec les anciens. Mais ma femme de l'époque, puisque après on s'est séparés, voulait revenir dans le Midi, elle était corse, et elle se voyait pas du tout à Paris, elle déprimait complètement. Donc, j'ai demandé ma mutation
mutation pour le Sud. J'ai pas pu avoir Marseille au bout de 7 ans, mais j'avais une place à Lyon, à la PJ de Lyon. Elle m'a dit, écoute, on se rapproche déjà toujours du Sud, donc on est parti à Lyon. Et arrivé à Lyon, elle m'a quitté, elle est remontée à Paris parce qu'elle avait rencontré quelqu'un à Paris. Ouais, c'était l'ironie du sort. Si j'avais, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, après, comme j'avais la garde de mon fils, j'ai eu la garde de mon fils qui avait 10 ans à l'époque, j'ai pu regagner Marseille rapidement. J'ai fait que 3 ans, j'aurais dû faire 5-6 ans à Lyon avant de pouvoir demander une nouvelle mutation. Donc grâce à ça, j'ai pu me rapprocher de Marseille où il y avait mes parents, donc les grands-parents, c'était plus facile pour le petit, quoi, voilà. Étant issu d'une famille corse, ça vous a jamais tenté de partir en Corse ? Non, vraiment non. Non, parce que d'abord je connais beaucoup trop de monde là-bas, et puis non, franchement non, j'avais pas envie. Puis tout est plus compliqué en Corse. J'aime la Corse, j'aime les Corses, j'aime ce peuple et ce pays, mais c'est plus compliqué qu'ailleurs, voilà. Donc je préfère rester, même si j'ai été amené à arrêter des Corses dans mon métier, puisque la PJ de Marseille avait un spectre d'intervention assez large. Donc j'ai fait des équipes de Corse, bien sûr, mais il y a toujours, on finit toujours par connaître quelqu'un qui connaît, etc. Donc c'est compliqué, on est moins serein. Vous étiez en permanence sur le terrain? À la BRB, oui. Oui, sur le terrain, et puis beaucoup de procédures aussi, puisqu'il suffisait pas d'enquêter, de faire des filatures, des planques, etc., et des interpellations. Vous avez fait ça aussi? Ah ben oui, on faisait tout. C'est-à-dire des filatures, des planques, des interpellations, etc., des écoutes téléphoniques. Mais une fois que vous avez interpellé l'équipe de malfaiteurs, il faut les entendre, donc garde à vue, et puis la procédure qui suit pendant 24, 48 heures, ou plus parfois selon la qualification de l'infraction. Et puis après, ce sont des dossiers qu'on suit jusqu'au jugement. Après, on dépose en cour d'assises quand les personnes prévenues sont jugées. Donc, on défend le dossier à la barre d'une cour d'assises. Voilà. Alors, Pierre Polacci, dans ce livre Condé, vous racontez quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre carrière de flic? Y en a-t-il un ou plusieurs? Non, il y en a plusieurs. Moi, ce qui m'a marqué, ce qui est très marquant pour un policier, pas que moi, je pense. Enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a affecté. C'est les victimes, c'est la mort, parce qu'on n'est pas préparé à ça. C'est les morts violentes, c'est les cadavres, souvent très mal en point. C'est les cris des familles quand on va annoncer la mort d'un membre de la famille, même si c'est un voyou, ça vous atteint. Ça m'a marqué. Les autopsies, pour ça j'ai fait quelques temps à la criminelle, mais j'ai préféré arrêter parce que ça m'atteignait personnellement. J'avais plus du tout envie d'aller travailler sur des affaires comme ça. Et puis j'avais beaucoup de mal à respecter par exemple un tueur d'enfants. J'avais du mal à le respecter, donc il y avait rien qui m'attirait vers lui, donc il fallait que je fasse le job, mais j'avais pas envie de le faire avec lui, j'avais pas envie de parler à cette personne, donc je préférais parler au voyou, parce qu'un voyou, c'est un voleur certes, mais c'est quelqu'un de normal avec lequel hors affaire, pendant les gardes à vue, on pouvait parler d'autre chose que de l'affaire elle-même. Des fois on faisait la pause, on buvait un café, ou quand on mangeait, on faisait monter des pizzas, le type il est en garde à vue, s'il est correct avec nous, il mangeait avec nous, voilà. Et puis on parlait d'autre chose, de littérature, on parlait de musique, de n'importe quoi. Donc je préférais avoir affaire à des gens comme ça, qui sont des gens normaux, je dis entre guillemets, même s'ils sont des voleurs, plutôt qu'un tueur en série ou un pédophile. C'est vrai que vous vous êtes senti proche parfois des personnes que vous arrêtiez? Oui, pas souvent. D'ailleurs, dans mon bouquin, je parle d'une affaire qui m'a marqué. Et j'ai arrêté cet auteur qui était un braqueur de banque qui avait fait une centaine de braquages en France pour nourrir sa famille. En fait, c'était un solitaire, il appartenait pas du tout à un milieu quelconque. Et puis c'est un garçon que je connaissais pas du tout et qui a fait évader 5 co-détenus des Baumettes en 1999. Il y a eu une fusillade pendant cette prise d'otage. Il avait braqué un hélicoptère, un pilote d'hélicoptère, et il a accroché des filins. Il est allé arracher donc
un ami qu'il avait, qui était emprisonné là-bas, et il y a 4 autres détenus qui ont profité de l'aubaine, qui se sont arrachés. Il y a eu une fusillade avec les gardiens de prison. Lui a été blessé à l'épaule. Il a braqué l'hélico avec sa femme. À l'époque, il connaissait personne d'autre qui pouvait aller sur ce coup-là, donc sa femme l'a accompagné. Ils avaient 2 enfants en bas âge qu'ils avaient laissés à l'hôtel, et donc on a repris très rapidement 4 des détenus. Dans la fusillade, il y a son ami qui voulait faire évader, qui a été tué, qui est resté pendu au filin sous l'hélicoptère. Et donc, il nous restait à interpeller les 2 preneurs d'otages, c'est-à-dire ce garçon qui s'appelle Patrick Guillemin, qu'on n'avait pas identifié tout de suite, et sa femme, et qu'on a identifié très rapidement. Donc, mais on ne savait pas où il était parti. Il était parti en cavale, donc voilà. Et puis, quand je l'ai arrêté avec mon équipe 3 mois après, c'était en juin, on l'a arrêté en septembre, c'est ça, en 99. On l'a arrêté avec sa femme et les enfants. Il était toujours avec les enfants, puisque c'était un couple un peu itinérant. On l'a arrêté à Aix-en-Provence. Et on a dû mettre les parents au trou. Et puis, forcément, s'ils avaient braqué l'hélico ensemble. Puis les enfants, j'ai dû les placer à la DAS. Donc ça m'a... Bon, les adieux avec les parents, ça a été déchirant. C'est normal. Hein. Et j'ai placé les enfants à la DAS, parce que j'avais pas le choix. La famille était dans le Nord. Ils ont mis 2-3 mois à venir récupérer les enfants, puis il fallait une autorisation de magistrat, etc. Et je me suis senti culpabilisé, parce que j'aurais pas dû, puisque on doit rester. J'ai fait mon boulot. Mais par rapport aux enfants qui pleuraient, etc., les parents aussi, bon, c'était un peu dur. Je suis un affectif, c'est comme ça. C'est mon talon d'Achille. Donc, je suis allé voir les enfants à la DAS plusieurs fois. Je leur amenais des jouets, j'allais les visiter. Bon, ils commençaient à s'attacher à moi. Et puis, malgré le fait qu'ils aient vu que j'avais interpellé avec les menottes leurs parents, quoi. Et puis, un jour, l'assistante sociale m'a dit, ne venez pas, ils commencent à s'attacher à vous, il faut plus venir, quoi. Donc, je suis plus allé les voir. Et 3 mois après, c'était le jour de l'an. J'ai reçu une carte de Patrick Guillemin qui m'a adressé à mon bureau. Il m'a dit bonne année et merci pour ce que tu as fait pour mes enfants. J'ai su qu'il avait su ça par l'avocate qui allait visiter les enfants, son avocate, qui lui a dit tu sais, le policier qui t'a arrêté, etc., il va voir tes enfants. Donc voilà. Il s'en est suivi une correspondance pendant 10 ans, les 10 ans, parce qu'il a été condamné à 10 ans pour l'évasion. Donc il a fait 10 ans de centrale. On a continué à s'écrire, parce que je lui ai répondu, j'ai dit je te remercie, c'est normal, etc. Bon. Et pendant 10 ans, on s'est écrit. Et quand il est sorti, on s'est revus, il est venu me voir, on a bu un coup ensemble. Et puis on est devenus amis, parce qu'après il a rencontré, parce qu'entre-temps sa femme était sortie de prison, elle avait rencontré quelqu'un d'autre, donc elle l'a quitté. Et lui a rencontré une autre femme quand il est sorti, et il s'est marié. Puis quand il s'est marié, il m'a dit, écoute, j'aimerais que tu sois le témoin de mon mariage. Voilà, donc j'ai dit, ok, ça se refuse pas. Donc j'ai été témoin de son mariage, avec un journaliste qui s'appelle Dominique Rizet, qui est à BFM TV, et qui fait les fêtes d'entrée l'accusé, vous le connaissez certainement. Dominique est un ami, un copain à moi, donc, et puis qui s'est beaucoup intéressé à Patrick Guillemin, qui est allé le voir en prison, il a fait une etc. émission sur lui. Oui, il a fait une émission aussi. Nous, on a fait après, lui et moi, on a tourné plein de documentaires sur cette histoire un peu atypique, c'est vrai. Mais c'est devenu mon ami, et il est mon ami encore aujourd'hui. Ça fait 25 ans, 26 ans. Et donc, il est sorti complètement d'affaires. Donc, j'étais témoin avec Dominique, donc témoin à charge et témoin de mariage, quoi. C'est rigolo. Et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Alors Patrick, maintenant, il vit dans le sud de la France. Il a monté une société, sa propre structure. Il fait de l'import-export. Il achète et il revend des produits, des invendus. Il les revend à des grandes surfaces, etc. Que ce soit du Coca-Cola, des climatisations, de l'huile d'olive, voilà. Et ça marche bien. Il est content. On se voit très souvent. Et quand il vient chez moi, quand il vient me voir, il est dans la région, mais il dort chez moi. C'est mon ami. Mais oui, mais c'est comme de quoi. Hein. Là aussi, c'est comme ça. Comme quoi, rien n'est blanc et rien n'est noir, quoi. Ouais. Quel a été l'élément déclencheur pour écrire ce livre, hein? Comment vous avez éprouvé le désir de mettre... Alors, j'avais pas du tout le désir d'écrire un bouquin, parce que je pensais que quand on fait un métier comme ça pendant 35 ans, on est dans la banalité pour nous, quoi. Donc, j'avais pas l'impression que
Puis c'est un journaliste d'investigation qui s'appelle Jérôme Pirat, donc, que je connaissais depuis longtemps, qui a traité pas mal des affaires qu'on avait traitées, et qui m'a dit, mais écris un bouquin, tu as fait plein de trucs, tu as rencontré des gens vraiment étonnants, bon, écris, etc. Bon, j'ai dit, mais ça va intéresser personne. Il m'a dit, si, tu verras. Bon, donc j'ai écrit, et je me suis aperçu que d'écrire, c'est une vraie thérapie, quoi. Ça m'a fait du bien. Parfois, quand on écrit, il y a des choses qui vous reviennent, qui sont très violentes, que vous pensiez avoir oubliées. Je me suis surpris à rigoler parfois sur des anecdotes drôles, il y en a pas mal dans le bouquin, et puis sur des choses dramatiques, et parfois je me suis surpris à pleurer pendant que j'écrivais, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu pleures, quoi? Et puis j'ai compris pourquoi. Voilà. Maintenant que vous êtes à la retraite, parce qu'il y a quand même des faits marquants, des situations très difficiles que vous avez rencontrées, est-ce que ça a encore un impact sur vous? Est-ce que c'est encore difficile à vivre, ou le fait d'avoir écrit justement ce livre, ça vous a permis de tourner la page sur certaines choses difficiles à vivre? Ça m'a aidé, mais c'est surtout quand je suis parti à la retraite, vous savez, quand vous partez à la retraite, vous n'avez plus rien. C'est un métier qui vous prend tellement, et puis une affaire chasse une autre. Donc le soir, quand vous rentrez, vous avez encore les images de la journée, quand c'est des images terribles. D'abord, vous avez du mal à vous endormir, mais le lendemain, vous avez d'autres tâches à faire, donc vous les chassez, vous pensez les avoir chassés, mais en fait, vous les enfouissez. Votre inconscient les enfouit. Et quand vous partez à la retraite, vous n'avez plus rien qui vous tient, donc c'est le vide absolu. Le téléphone ne sonne plus, vous vous sentez comme nu, comme un poil. Et c'est là où tout revient, où tout remonte, et c'est là où c'est dangereux. Et moi, j'ai ressenti le besoin de faire une thérapie, quoi. Sinon, je pense que j'aurais été... Plus le livre qui vous plus a le aussi livre guéri. qui m'a beaucoup aidé. Et pour en revenir au livre, quel est vous qui ne connaissiez pas l'écriture, comment vous faisiez? Vous vous enregistriez, vous écriviez sur papier, sur ordinateur? Quel a été le déroulé de cette écriture? Parce que ça ne doit pas être évident. C'est pas évident, surtout que je pensais avoir tout oublié, ou peut-être les mauvaises choses, mon inconscient les avait enfouies. Donc, il y a ce journaliste-là qui m'a dit, mais écris. J'ai dit, mais je crois que j'ai plus rien à dire, je crois que j'ai tout oublié. Et puis, j'avais pas envie de ressortir tout ça. Il m'a dit, mais tu vas voir ce qu'on va faire. Donc, il est venu chez moi, il m'a posé des questions, et j'ai répondu aux questions, et il m'a enregistré. Ça a duré 2 jours. Après, c'était énorme, on a enregistré des heures et des heures, donc je répondais. Après, il m'a donné l'enregistrement, il m'a dit maintenant écris. Et effectivement, le fait de me poser des questions, ça m'a fait tout ressortir. Et puis après, le fait d'écrire, je dis tiens, telle affaire, mais ça me rappelle une autre affaire, et tac. Donc voilà, de temps en temps, je me réveillais, voilà. Condé, lisez le livre de Pierre Pulecci, publié à la Manufacture du Livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. 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 C'était l'invité du jour sur Espoir FM.